Merci. Donc pour commencer le conseil municipal aujourd'hui, nous avons invité M. Mathieu, conciliateur de justice, qui a un rôle important dans la commune. Joël, merci. Et donc il va nous présenter un peu plus, pour ceux qui ne savent pas, son travail, qui est un travail très intéressant et très efficace. M. Mathieu. Je vous remercie, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs du conseil municipal, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir la patience de bien vouloir m'accorder quelques instants avant votre conseil municipal, dont je ne doute pas qu'il aura des décisions qui sont toujours importantes et pour la vie de la commune, et donc de distraire de votre temps pour m'entendre quelques instants. Je vais essayer de ne pas être très long. On m'a donné, je crois, une dizaine de minutes, donc je vais tâcher de tenir dans ce temps. Pour présenter un tout petit peu cette activité de conciliateur que j'exerce dans le canton de Plouha depuis 2013. Qu'est-ce que la conciliation? Elle est définie, selon les termes consacrés, comme un mode alternatif de règlement des différends qui permet de trouver simplement une issue amiable, rapidement, à un différend entre deux ou plusieurs personnes. Alors, mode alternatif de règlement des différends, cette expression un peu barbare fait aujourd'hui florès, si je puis dire, puisqu'elle figure d'abord dans le Code de procédure civile, et elle désigne l'ensemble des façons de trouver une solution à des conflits, des différends qui peuvent opposer des personnes, qu'elles soient physiques ou morales, en dehors, en tout cas, sans avoir recours au procès traditionnel classique. Et la loi qui vient d'être votée du mois de novembre 2016 sur la justice du XXIe siècle a particulièrement mis l'accent sur le développement de ces modes alternatifs, dont la conciliation est une des modalités, avec une autre qui est bien connue aussi, qui lui est souvent parent proche, bien qu'elle se distingue, qu'on appelle la médiation. Vous avez ensuite ce qu'on appelle l'arbitrage, mais qui est très particulier. Mais disons que les deux grands modes que l'on connaît aujourd'hui, c'est la conciliation et la médiation. Et en ce qui concerne la conciliation, le législateur a voulu qu'elle se développe particulièrement, puisque pour les petits litiges, pour lesquels des personnes peuvent saisir une juridiction, ce qu'on appelait autrefois la juridiction de proximité, qui va disparaître au 1er juillet, mais qui existera toujours dans le cadre du tribunal d'instance, bien pour des litiges inférieurs à 4 000 € qui permettent de saisir le tribunal par simple requête au greffe, il faudra au préalable avoir saisi un conciliateur de justice, avoir tenté une conciliation. En quoi ça consiste, la conciliation? C'est la volonté des parties en conflit, en situation de problème, de différend, de discuter de ce qui les oppose avec l'aide d'un tiers qu'on appelle le conciliateur de justice. Ce faisant, ce qui est recherché, c'est le moyen de trouver une solution négociée en évitant d'entreprendre de poursuivre une procédure judiciaire. Et ce qui caractérise la conciliation, comme je l'ai dit toujours aux conciliables lorsqu'ils viennent me voir pour la première fois, c'est ça repose sur la bonne volonté des parties. C'est le caractère amiable. Le conciliateur de justice n'est pas un juge, il n'a pas de pouvoir de contrainte, il ne donne pas d'injonction. À titre d'exemple, il ne convoque pas les parties, il les invite. On est vraiment dans une phase amiable où, d'une certaine manière, il s'agit de restituer aux parties elles-mêmes la maîtrise de leurs différends et d'essayer simplement de les trouver une solution à ce qui les oppose, en faisant des acteurs principaux de cette solution négociée. Une petite information complémentaire, la conciliation, elle peut être, comme on dit dans le jargon, conventionnelle, c'est-à-dire que les parties décident librement, en dehors de toute procédure judiciaire, de tout procès, de saisir le conciliateur de justice. Elle peut être aussi judiciaire, ça veut dire que dans ce cas-là, la conciliation s'inscrit alors que le juge a déjà été saisi. On a soit saisi le tribunal
avec un préalable de conciliation, soit le juge décide ou délègue, parce que lui-même peut concilier les parties, délègue son pouvoir de conciliation au conciliateur. Comment ça se passe concrètement? Eh bien, par exemple, puisque je suis aussi conciliateur sur Guingamp, plusieurs fois dans l'année, nous sommes au tribunal, dans une salle à côté de la salle où le juge tient son audience, et soit préalablement, soit en cours d'instance, selon les situations, il dit aux parties, écoutez, votre litige, là peut-être qu'on pourrait trouver une solution amiable, négociée, une conciliation. Allez donc voir le conciliateur qui est là et qui peut vous aider à trouver une conciliation. Et si on aboutit à une solution, à un accord de conciliation, le juge va immédiatement le valider et donc les parties auront trouvé une solution. Et si une des parties ne respecte pas cet engagement, ça équivaudra, cet accord de conciliation homologué par le juge, à un jugement. Il n'y aura pas à revenir devant lui. Je ne vais parler ici, pour apporter quelques éléments complémentaires, que de ce qu'on appelle la conciliation conventionnelle, celle que j'exerce dans les locaux de la mairie, puisque la mairie m'accueille avec beaucoup de chaleur et beaucoup de disponibilité pour pouvoir tenir mes permanences. Et j'en profite pour remercier à la fois monsieur le maire, messieurs les maires, qui m'ont accueilli depuis 2013, et aussi l'équipe notamment de secrétariat et le directeur général des services, qui font tout pour que je puisse l'exercer dans de bonnes conditions. Donc j'en profite ici pour leur adresser tous mes remerciements. Qui peut demander la conciliation? Toute personne physique majeure ou toute personne morale de droit privé, entreprise, société, association peut saisir le conciliateur de justice. Première question qu'on peut se poser. Deuxième question que vous pouvez vous poser. Pourquoi est-ce qu'on peut saisir le conciliateur de justice? Quels sont les litiges dont on peut lui demander d'aider à régler? Depuis précisément cette loi de 2016, le conciliateur peut intervenir pour tous les différends relevant de ce qu'on appelle les juridictions de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire les tribunaux de grande instance, tribunaux d'instance. On distingue l'ordre judiciaire, donc ce sont ces juridictions, aux juridictions dites administratives que vous connaissez peut-être plus facilement en tant qu'élu et membre d'un conseil municipal, que sont le tribunal administratif, cour d'appel administrative et conseil d'État. Donc, les juridictions de l'ordre judiciaire qui statuent en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve de quelques règles particulières. Alors, ça fait un domaine beaucoup plus vaste, en réalité, qui ne l'était jusqu'alors. La seule limite, si je puis dire, à cette intervention extrajudiciaire tient à ce que les parties ne peuvent saisir le conciliateur que des droits dont ils ont la libre disposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne peut vraiment concilier les gens et aboutir à une solution négociée que pour des litiges qui portent sur des choses pour lesquelles on peut renoncer à certaines choses, accepter des arrangements, bref, ce dont on a la libre disposition. Et ça s'oppose de ce point de vue-là à des domaines dans lesquels les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits et pour lesquels donc le conciliateur ne peut pas intervenir. Ça concerne tout d'abord le domaine pénal. Par exemple, le conciliateur n'est pas compétent pour régler un problème de vol, d'escroquerie. Par contre, il pourrait, même si c'est un peu compliqué, intervenir sur les dommages et intérêts qu'une partie civile serait amenée à demander à quelqu'un qui a été l'auteur d'une infraction. Parce qu'à ce moment-là, on est dans le domaine de ce qu'on appelle les dommages et intérêts purement civils. Ça ne concerne évidemment pas les questions touchant à l'état civil, au droit de la famille. Tout ce qui est le droit de la famille, de manière générale, on en parle dans le détail, est exclu de la compétence du conciliateur, de la même manière que les litiges qui sont relatifs à l'administration, si, et ça m'était arrivé quelquefois, d'avoir un habitant de la commune qui vient me voir parce qu'il est en désaccord avec le plan local d'urbanisme ou avec un arrêté municipal quelconque, je ne peux que lui dire, ou avec une décision de manière générale de la municipalité, je ne peux que le renvoyer devant le défenseur des droits. Donc vous savez qu'il est compétent pour régler les litiges qui opposent une personne à une administration. Le défenseur des droits, vous savez bien, qui a absorbé ce qu'on appelait autrefois le médiateur de la République.
Ceci étant, il y a un domaine dans lequel, je le dis en passant, je suis extrêmement prudent pour l'instant, qui est assez nouveau, et pour lequel les conciliateurs de manière générale restent très prudents, parce que c'est très compliqué, c'est tout ce qui concerne le droit du travail. Pour deux raisons. La première, c'est que la plupart des règles relatives au droit du travail sont des règles d'ordre public, qui veut dire qu'on ne peut pas normalement faire n'importe quoi, et vous le savez bien, hein, et négocier n'importe quoi. Et puis c'est souvent très compliqué en réalité. Et comme en plus la juridiction qui est compétente pour homologuer éventuellement un accord, c'est le Conseil des prud'hommes, c'est vrai que c'est un domaine sur lequel je ne pense pas que les conciliateurs vont se précipiter en tout cas, et il vaut mieux conseiller aux gens d'aller voir le Conseil des prud'hommes, puisque vous savez que le Conseil des prud'hommes a une formation dite de conciliation qui doit intervenir préalablement à la phase de jugement. Alors, de quoi finalement je suis saisi quand je suis dans ma permanence de Ploua? Essentiellement des litiges de voisinage, on va dire que c'est la grande majorité, entre les arbres, les branches qui dépassent, les arbres qui sont trop hauts, les problèmes de servitude éventuellement, tout ce qui touche à la matière des baux d'habitation. Hein. Il y a souvent des difficultés. Alors, généralement pas pendant le bail, encore que quelquefois, quand le chauffage ne marche pas et que le propriétaire n'a pas fait les réparations nécessaires ou d'autres choses comme ça. C'est surtout quand le bail s'est terminé et concernant la récupération de ce qu'on appelle, vous savez bien, le dépôt de garantie, parce qu'il y a des discussions interminables sur les réparations locatives, sur ce qui est le ménage qui a été fait, pas fait, etc. Donc voilà, parmi les domaines que l'on connaît, en matière de malfaçon, avec beaucoup de prudence, parce que ça peut souvent devenir, en matière de travaux par exemple, imaginez une maison construite et qu'il y ait des malfaçons, il faut aussi être, en tant que conciliateur, moi en tout cas je suis prudent, parce que ça peut devenir vite très compliqué dès lors que vous avez plusieurs artisans qui sont intervenus, si en plus il y a un architecte, et en plus il faut faire intervenir les compagnies d'assurance, avec la difficulté de tout ce qui concerne la garantie décennale et les assureurs. Par contre, des petites malfaçons, pour des travaux de peinture pas bien finis, des choses comme ça, oui. Et puis, un autre grand domaine, c'est le domaine de la consommation, dans lequel, je dirais, j'ai en gros deux types de litiges que j'ai vus quand j'ai été saisi depuis que j'exerce cette fonction à Ploua. C'est les ventes de véhicules automobiles d'occasion notamment, qui tombent en panne en général au bout d'une semaine, un mois ou 2 mois, mais bon... tout dépend s'il avait 50 000 km au compteur quand il a été acheté ou 200 000, évidemment, c'est la même situation. Mais on arrive à trouver des arrangements, ou également, plus classiquement, avec les opérateurs. Vous savez bien, on change d'opérateur téléphonique, portable, Internet, etc. Il y a souvent des petits litiges qui naissent. Voilà. Quelques mots sur le conciliateur de justice. Il est nommé par ordonnance du premier président de la Cour d'appel dans le ressort duquel on exerce nos fonctions. Sa mission, c'est à titre bénévole, et j'insiste sur ce point, le conciliateur est bénévole. C'est ce que je dis toujours aux parties, donc ça ne vous coûte rien de saisir le conciliateur de justice, sinon les frais de déplacement pour venir le voir. Et donc à la recherche, pour rechercher le règlement amiable de l'indifférence. Juste un tout petit point quand même, parce qu'il faut savoir exactement comment ça fonctionne. La seule chose pour laquelle on est indemnisé, ce sont nos frais de fonctionnement. On a un forfait, enfin une petite somme qui ne doit pas dépasser un certain forfait pour tout ce qui est frais de timbre, frais de déplacement et autres. Il faut acheter aussi des ramelles de papier, et vous savez, les consommables en matière d'imprimante, c'est pas l'imprimante qui coûte cher, c'est les cartouches qui coûtent cher au bout du compte. Les obligations du conciliateur, probité, impartialité, indépendance, confidentialité. Indépendance, je dis un petit mot là-dessus, ça veut dire que je ne rends compte à personne de qui je reçois et pourquoi je reçois. Monsieur le maire n'est pas destinataire des personnes qui viennent me voir, et encore moins de ce qui peut se dire dans le cadre de la conciliation. D'ailleurs, il ne me l'a jamais demandé, ça ne lui aimerait même pas à l'esprit, mais je dis parce qu'il faut que ça soit clair. Et le conciliateur doit agir avec compétence et diligence. 2 petits mots encore sur, d'une part, comment est-ce qu'on est saisi? Eh bien, c'est sans forme. Il n'y a pas de forme particulière.
Le mode habituel, c'est on vient me trouver, on prend rendez-vous à la permanence que je tiens à la mairie une fois par mois, le quatrième jeudi de chaque mois, l'après-midi. Donc on prend des rendez-vous. Mais on peut saisir le conciliateur. Alors par téléphone, j'évite de donner mon numéro de portable parce que sinon il sonnerait sans arrêt. Même s'il m'arrive ensuite, dans le cadre du déroulement de la conciliation, quand je connais les gens, de leur donner parce que c'est des urgences ou des besoins. Sinon, par email, la mairie donne et peut donner, et le secrétariat de la mairie donne tout à fait, d'accord, mon adresse email conciliateur, ça peut être saisi par email. Ça vient de petit à petit, par courrier. Voilà. Qui estime saisir, en général, c'est celui qui a un problème et qui estime qu'il n'a pas satisfaction dans les droits qu'il estime être les siens. Mais il m'est arrivé quelquefois, notamment à Plouvois, d'avoir les deux personnes en même temps qui viennent, c'est-à-dire les deux personnes qui sont en litige et qui viennent se présenter spontanément toutes les deux devant le conciliateur. C'est tout à fait possible aussi. On démarre tout de suite la tentative de conciliation dans ce cas-là. Comment ça se déroule ? Là encore, il n'y a pas de forme particulière. Disons que, selon la nature du litige, on va dire d'une manière générale, le processus habituel, c'est une personne vient me voir, m'expose son problème, et dans ce cas, j'invite l'autre partie à une réunion de tentative de conciliation en mairie, à la permanence, en lui exposant le motif pour lequel j'ai été saisi, et lors de cette réunion de tentative de conciliation, les parties exposent leur point de vue, le conciliateur ensuite les aide par des suggestions, par des remarques, par des reformulations, à voir quelle solution négocier est équitable, et en même temps qui ne soit pas contraire aux droits non plus. Il faut respecter quand même les droits des parties. Il ne s'agit pas qu'il y en ait une qui en quelque sorte abandonne tout pour le compte de l'autre. Donc de les aider à trouver une solution négociée. Des fois ça ne marche pas à tous les coups. Ce n'est pas une faute de ne pas se concilier, on n'est pas pénalisé pour autant. Il y a toujours ensuite la possibilité, en cas d'échec, de recourir au juge. Si on aboutit à un accord qui peut être total ou partiel, il peut être soit verbal, ça arrive assez fréquemment. Je vais donner un exemple. Je vais me voir parce que les branches dépassent. Bon, l'autre partie dit oui, je vais les couper là, demain ou après-demain, ou enfin dans les 8 jours, mon jardinier va venir. On ne va pas faire un accord écrit qu'il faut rediscuter, qu'il faut renvoyer, etc. C'est un peu long. J'attends 8 jours, et si on me dit ça y est, c'est fait, ben voilà, c'est réglé. Soit, notamment lorsqu'il y a des paiements de sommes d'argent en cause, on va faire ce qu'on appelle un constat d'accord écrit, que les parties vont signer et qui sera éventuellement, qui pourra être homologué par le juge ultérieurement. Je peux également me déplacer sur les lieux, et je le fais assez régulièrement, notamment lors qu'il y a des litiges de voisinage qui ne sont pas toujours faciles à expliquer par des mots, pour voir un peu la situation. Et lors de ce transport sur les lieux, qui ne peut se faire qu'avec l'accord des parties, en général, de manière systématique, je propose aux parties, puisqu'on est sur place, d'organiser sur place la tentative de conciliation. Et on voit si on aboutit à quelque chose ou pas, éventuellement on provoque une deuxième réunion. Il y a des litiges qui nécessitent de s'y reprendre à 2 ou 3 fois. Ça dépend un petit peu de la complexité, de la façon dont les gens réagissent. Des fois, les gens sont un peu braqués, puis après coup, vous dites, non, finalement, on pourrait peut-être quand même aboutir à une solution. Enfin, dernier point à savoir, on peut également concilier à distance, parce que vous vous doutez bien que lorsque j'ai affaire à SFR ou un opérateur de cette nature, ils ne vont pas venir dans chaque canton pour se concilier, et donc en général cette conciliation se fait par correspondance, je dirais même avec ces opérateurs par mail, et souvent on aboutit d'ailleurs à des accords de cette manière. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop long, j'ai peut-être dépassé un petit peu mon temps. En tout cas, je vous remercie de votre patience. Si une question éventuelle, mais je ne veux pas abuser du temps du conseil municipal. Merci, M. Mathieu. Je dois dire que je suis pas au courant de ce que vous faites, mais moi, par contre, je vous envoie du monde à chaque fois qu'il y a des problèmes de voisinage, ou je vous les envoie parce que c'est vrai que c'est mieux que d'aller en justice pour connaître, c'est plus intéressant. Merci à vous. Juste un tout petit point. Oui, alors je rappelle que le conciliateur, sur le plan juste pratique,
est compétent donc dans le ressort du canton dans lequel il est nommé, donc toutes les communes normalement qui dépendent du canton de Blois. C'est vrai que je n'ai pas été faire le tour des mairies, j'aurais dû le faire, c'est pas bien de ma part, mais moi je n'ai pas trop le temps. Bon, il faudrait que j'organise ça. Si vous avez des collègues qui sont élus municipaux dans d'autres communes du canton, vous pouvez leur rappeler que effectivement le conciliateur qui est à Plouin n'est pas réservé aux Plouatins, c'est comme ça qu'on dit. Mais à l'ensemble du ressort du canton, sachant par ailleurs que le premier président dans l'ordonnance qui nous nomme, comme il peut toujours y avoir des problèmes de frontières, nous nomme à défaut compétent sur tout le ressort du tribunal d'instance de Saint-Brieuc, de Saint-Brieuc, donc vous voyez qu'il n'y a pas de risque de ce point de vue-là. Et est-ce qu'il y a des critères particuliers? Il faut soit que la personne qui demande habite le canton de Plouha, soit la personne qui, au contraire, est en défense, qui habite le canton de Plouha, soit que le bien, notamment l'immeuble, quand c'est des problèmes de voisinage concernant des terrains, se situe sur le ressort de la commune de Plouha. Voilà, pour faire simple. Et encore, merci beaucoup de votre patience. Merci M. Mathieu, je vais vous accompagner. L'intervention de M. Mathieu sera sur le site de la mairie. Voilà. Je vous laisse mettre, je vous envoie le fichier. Très bien, merci. Point suivant. Donc, indemnité des élus, changement de la liste de référence. Michel? Bien, on vous invite à prendre cette délibération, tout simplement parce que par décret numéro 2017-85 du 26 janvier 2017, cet indice a été revalorisé. Je vais d'abord rappeler que les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des élus sont calculés sur la base d'un pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Et nous avions délibéré le 5 novembre dernier, 5 novembre 2016, pour établir cette indemnité. Et ce que l'on va proposer tout simplement, c'est que si l'indice augmente, pour autant on va baisser le pourcentage de cet indice de façon à ce que la valeur absolue revenant à chacune des personnes à laquelle était destinataire reste constante. C'est-à-dire qu'on va rester dans l'enveloppe budgétaire initialement demandée. Ce qui veut dire donc qu'on va vous amener à prendre la délibération suivante, sachant donc pour le maire que le taux maximum est de 55%. Lors de la délibération adoptée le 5/11/2016, on avait proposé un pourcentage de 49,5. On propose dorénavant un pourcentage de 48,8 en baisse. Pour les adjoints, sachant que le taux maximum avec 5 adjoints est de 22%, la répartition adoptée le 5/11/2016 était 10,5. Cette répartition aujourd'hui est proposée à 10,30. Et pour les conseillers délégués, la répartition adoptée le 5/11/2016 étant de 4%, on propose de la passer à 3,99%. Y a-t-il des questions par rapport à cette proposition qui va dans le sens donc de garder l'enveloppe en valeur absolue reversée en matière d'indemnité des élus? Oui, je vous demande des questions? Des questions? Non. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais vous présenter cette délibération à votre vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Donc considérons que tout le monde est pour l'unanimité pour cette délibération. Merci Michel. Point suivant, les finances, subventions d'associations. Xavier? Bien, merci Monsieur le maire. De rappeler d'abord le Code général des collectivités territoriales qui prévoit que l'attribution des subventions associations donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Vous rappelez également que depuis cette année, c'est le CCAS qui attribue les subventions aux associations à caractère social. Et de fait, 12 subventions ont été accordées le 5 avril 2017 pour un montant de 7 645 €. Mais avant peut-être d'aller au tableau, quelques éléments de débat et de fond nous concernant. À travers ces propositions d'attribution de subventions qui vous ont été remises, là je m'adresse aux collègues conseillers municipaux, il va être par votre vote, quand le micro sera revenu avec sur la planète, il va être, on va le faire en off, il va être par votre vote dont nous aurons à nous prononcer de poser un acte fort en direction de la création, de l'animation et de l'éducation populaire. Je veux ici noter que nous
nous apporterons avec ce vote un soutien public municipal. Et comme vous le savez, nous avons à faire cela dans un moment où l'art et la culture dans notre pays se traduit par une disparition massive des festivals, des structures et des lieux, une baisse drastique des budgets de l'État et des collectivités territoriales en direction de la culture, et un plan social qui ne dit pas son nom dans l'emploi artistique et culturel. Aussi, l'art, la culture, le sport, la citoyenneté ont besoin des collectivités territoriales. Aujourd'hui, 70% des crédits publics consacrés à la culture sont assurés par les collectivités territoriales et malgré la baisse globale de leur dotation d'État. C'est pourquoi, ici, après 3 années de coupes budgétaires, puisqu'il y avait eu en 3 années 36% de baisse globale, menée par la précédente municipalité, nous faisons le choix de l'ambition partagée et du bien vivre ensemble. En effet, en soutenant le bénévolat associatif, notamment dans les différents secteurs que sont le sport, la culture, la mémoire, la sécurité publique, l'éducation et la formation, nous affichons notre volonté. À titre de comparaison par rapport à l'an dernier, hors les subventions aux associations à caractère social, le budget global associatif était de l'an dernier de 54 768 €. Il est proposé aujourd'hui à 69 495,80 €, soit une augmentation de 27%. Au travers du rayonnement de la vie associative, nous soutenons également l'activité économique locale et précisément les emplois associatifs qui, eux, ne sont pas délocalisables. Nous les soutenons à hauteur de 13 150 €. Un engagement au quotidien avec les associations nous permettent de construire, de coélaborer, de nous projeter. Bien sûr, au-delà du tableau qui vous est proposé, certaines d'entre elles, un grand nombre d'entre elles, reviendront vers nous lorsqu'il s'agira d'étudier leurs appels à projets. Peut-être quelques éléments d'explication préalables au travers quelques subventions, notamment des documents dont vous avez été destinataires, chers collègues. Le premier, les associations diverses. Le CAPEP, bien évidemment, vous aurez lu une erreur d'intitulé, on va dire, administratif, puisqu'il fallait lire le comité d'animation des parents d'élèves de Ploie et non d'éducation populaire. Dans le précédent document, nous avions intitulé une subvention à l'intention du Club des Falaises, section gymnastique 12. Nous avons, avec accord et le président, proposé de vous la soumettre ultérieurement lorsque nous étudierons les appels à projets. Mais tout de suite, cette subvention du Club des Falaises pour sa section de gymnastique 12, reçue tout d'abord tardivement, et nous appliquons le principe que tout le monde doit effectivement donner ses subventions en temps et en heure, cette demande exceptionnelle à hauteur de 2 000 € sera, comme je viens de le dire, étudiée ultérieurement. Il s'agira de soutenir une activité à caractère social pour retraités ou personnes dites âgées, et cette demande, elle fait suite à un désengagement du conseil départemental sur un soutien d'emploi d'animateurs. Concernant le comité des fêtes, je crois que c'est une des subventions très importantes puisque nous l'avons surdivisé sur les documents qui sont devant vous. Entre l'instruction des demandes et ce conseil municipal, de vous dire que le comité des fêtes a renoncé à la subvention que nous proposions de 15 000 € suite à sa volonté de ne pas organiser les jeudis en fête. Nous vous proposons ce soir de provisionner et d'attribuer cette somme à la prochaine association qui s'appellera peut-être Comité des jeudis en fête ou un nom qui sera décidé collectivement, qui est aujourd'hui en cours de constitution. Autre point, association en caractère sportif concernant l'amicale pétanque Plouatine. Il y a bien une subvention de 500 € de fonctionnement à laquelle nous ajoutons 2 000 € de subvention exceptionnelle puisqu'il s'agit là de travaux concernant des allées de boules réalisés avec, il nous semble, l'accord de la précédente municipalité. 2 points sur des associations qui sont aussi sous le projecteur de notre commune. La première est effectivement à l'intention du club de foot, le club sportif
Plouatin. Nous ne l'avons pas augmenté sa subvention en la laissant à 1 000 €. Par contre, nous avons pris un engagement avec un président de l'accompagner dans la tenue prochaine du tournoi, de l'accompagner dans tout ce qui était matériel en termes de communication. Et à leur prochaine Assemblée Générale, ils nous feront une proposition d'appel à projet et de développement. Je voulais aussi citer une association qui est peut-être à caractère plus divers, en tous les cas qui renvoie à l'éducation. C'est l'association Chorivari ou Ludothèque, que nous sommes avec elle et avec eux sur un projet à plus long terme, que cela s'inscrira dans ce que nous voulons faire à travers la maison de la jeunesse et associative, que nous travaillons d'ores et déjà avec cette association pour une recherche de financement multipartite, départementale et communautaire. Par contre, que nous soutiendrons le moment venu les appels à projets la concernant. Voilà, chers collègues, bien sûr, il y aura le temps des questions et des réponses sur les différentes attributions, mais je voulais aussi, à travers ce conseil municipal, donner quelques éléments publics à l'intention des associations. La première, que nous sollicitons dès maintenant leur demande à projet, avec demande, et nous souhaitons qu'elle puisse nous être remise pour septembre. Nous tiendrons dans la continuité du travail avec le monde associatif, entamé dès le début de notre mandat, une session de formation, une ou des sessions de formation en direction de celle-ci, notamment sur l'accompagnement au dossier de subvention et sur l'accompagnement au dossier d'appel à projet. Et puis, je crois qu'une bonne nouvelle, peut-être a-t-elle échappé déjà à la rumeur ou radio locale, mais vous dire que nous co-organiserons à Plouha, le samedi 9 septembre 2017, un forum associatif, municipal et communautaire à la salle de l'Hermine. Voilà, chers collègues, moi je vous invite, par ce vote, du coup, par ce choix, très républicain en la circonstance, celui de ne pas abandonner le sport et la culture ou tout l'immatériel aux marchands, comme l'on dit. Je crois que l'attribution des subventions sont le socle de notre égalité et de notre unité. Aussi, je suis et nous sommes persuadés que Plouha peut faire à travers ce choix budgétaire en direction des associations le choix de l'émancipation humaine. Merci à vous. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. Donc tout d'abord, il n'y a pas eu de commission pour les subventions. Une réunion pour les commissions? Non. Ben non, on n'a pas été invités. Ça marche. Ça marche. Voilà, c'est ça que je voulais demander, ce serait mieux. Alors, bon, par contre, quand vous dites nous sommes arrivés en 2014. 2014, nous avons repris exactement les mêmes, pour tout le monde pareil. On a laissé ce que vous aviez déjà commencé. Donc, il n'y a pas 3 ans. Je ne dis pas que 2015, 2016, on l'a peut-être laissé un petit peu. Voilà, ça déjà pour commencer. Après, sujet d'accord, la commission. Je regrette quand même, on vous avait dit déjà le dernier conseil municipal que les associations étaient mal menées. Je pense qu'on s'est quand même toujours occupé des associations et beaucoup pourront le dire dans les associations. Autrement, vous avez déjà pas mal répondu déjà à des questions que je voulais poser d'ailleurs. Donc, alors qu'est-ce que je voulais dire? Pour les avantages, oui, nous avons commencé aussi 2015-2016 pour les avantages en nature pour les associations. Ça n'a pas été terminé. Donc on aimerait bien savoir si c'est à la mairie, à Bourg-Romand, je pense, mais on avait déjà beaucoup travaillé là-dessus. Bon, écoutez, vous avez répondu à pas mal de questions que vous avez été pour le comité des fêtes, donc je voulais en parler, mais vous l'avez dit. Par contre, j'ai pas très bien compris pour la pétanque. Excusez-moi, mais je vais parler.
pour la pétanque. Qu'est-ce que vous avez dit pour la... C'était quoi? C'est pour les travaux, pourquoi? Allez, on répond après. Voilà. Et donc, bien sûr, nous sommes pour. Nous sommes pour voter pour les associations. Voilà. Ah, aussi, quand même, encore autre chose. J'ai calculé, donc, il y a 44 associations qui ont demandé une subvention. Vous avez augmenté 11. Donc, je pense que les autres sont quand même pas si mal que nous avons fait. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu réponds, Denis? Oui. Bon, Madame Artus, le jeu républicain vaut bien que nous échangions des propos vifs et passionnés. Tout d'abord, la première question sur la commission ou les commissions tenues. Écoutez, je crois que c'est peut-être une erreur d'aiguillage ou de consultation, puisqu'en tous les cas, il y a eu plusieurs réunions de travail avec d'abord des élus et surtout beaucoup de rencontres, hier encore, avec certaines associations que je viens de citer, donc acte, mais de notre part, il n'y a pas d'exclusion, puisque je sais que dans les ateliers que nous créons, vous êtes invités régulièrement. Sur les avantages en nature que vous notez, je pense que vous faites référence aux mises à disposition. Je crois m'être exprimé ici lors d'un conseil municipal précédent. C'est aussi le sens de l'appel des subventions, mais aussi le sens de ce que nous ferons tout à l'heure à travers les règlements intérieurs, à la fois de la bibliothèque et à la fois de l'Hermine. Il y a besoin d'avoir un dialogue permanent et un langage d'engagement avec les différentes associations cloatines. Ce que nous essayons de cheminer avec elles, c'est qu'effectivement, et d'ailleurs c'est la loi qui va nous y contraindre, donc faisons-le peut-être sans trop tarder, à pouvoir effectivement quantifier les mises à disposition en temps agent ou les mises à disposition en locaux. Nous essaierons l'an prochain, mais donnez-nous acte du travail que nous avons à faire ensemble. C'est-à-dire à pouvoir mesurer effectivement tout ce que les agents peuvent donner aux différents mondes associatifs sur une année, et y compris à pouvoir estimer au plus juste à qui vont effectivement la mise à disposition des biens, notamment des locaux sportifs, culturels, effectivement, sur la commune. D'ailleurs, en ce sens-là, dans le budget voté au précédent conseil municipal, un logiciel est prévu pour nous aider à mieux mesurer qui est destinataire de ces locaux. En tous les cas, il est juste, à votre question, peut-être que nous pouvons la partager, il est juste effectivement qu'au-delà de la subvention financière, et d'ailleurs je suis l'avoir dit publiquement lorsque nous avons pris mandat notre conseil municipal, au-delà de la subvention, il y avait besoin, par transparence, pour que le public sache effectivement de mesurer, de quantifier tout ce qui bénéficie sur la commune en direction du monde associatif dans sa diversité. Ensuite, vous avez réévoqué le terme malmené. Alors, prenez-le bien, vous voyez bien que dans mes propos, il n'y a rien de malmenant ou de violent ou de sportif, peut-être un peu viril, mais c'était, si vous le permettez quand même, de mesurer qu'effectivement, alors les 3 années, en tous les cas, sur 2 années de budget et puis sur 3 années effectivement de déroulement, les subventions avaient été considérablement baissées. Nous ne disons pas que nous sommes les plus forts et les plus malins sur le sujet. Nous disons qu'avec notre engagement de programme, qu'avec nos choix de dérouler en direction du monde associatif, nous assumons les propositions que nous vous faisons ce soir. Juste dire un tout petit mot. Sur les subventions, l'an dernier, on était à 59 918 €. Là, vous proposez de plus. Mais non, pas un peu plus, parce que si on soustrait les 15 000, vous proposez donc 54 000 €. Donc en l'état, c'est 54 000 que vous proposez contre 59 900 qui ont été attribués l'an dernier. Premier point. Deuxième point, sur les prestations en nature, le travail avait déjà été amorcé et un premier chiffrage avait été réalisé l'an dernier, permettant d'établir déjà un montant de prestations en nature au profit des associations à hauteur de 150 000 €. Voilà, mais il restait effectivement à chiffrer tout ce qui était fluide, notamment l'électricité, le ménage, l'eau, etc., le chauffage. Donc il y avait encore ces éléments-là
Et puis pour les terrains extérieurs, la tonte, l'utilisation l'entretien, etc. et le temps d'agent. Donc il y a encore un travail important à faire, mais il y a déjà cette première étape. On sait qu'au moins on a déjà un premier chiffrage à 150 000 euros. Voilà. Donc voilà les observations que je souhaitais faire. Bien, tout d'abord, Monsieur Duval, l'an dernier, tout à l'heure, on a bien reprécisé que c'était le volume global des subventions hors association à caractère social. Et donc, hors caractère social, l'an dernier, les subventions que vous aviez proposées étaient à 54 768 euros. Ce qui fait précisément, avec ce que nous proposons aujourd'hui, à hauteur de 54 495,80 plus les 15 000 euros du comité des fêtes, à provisionner 69 495 euros. Je crois qu'au-delà de la bataille des chiffres, il est important effectivement que les associations, que les Pouatins montrent effectivement que nous traduisons nos paroles en actes à travers un soutien actif. Quant aux avantages en nature, j'ai souvenir vaguement, et Joël me contredira si je me trompe, à l'époque on l'avait dû faire en 2010, tout compris, on était plutôt au double de 150 000, on n'était pas loin des 300 000. Tout compris. Avec l'électricité. Et en plus, on était sur les premières années d'amortissement de l'Hermine, donc le courant était supérieur. Donc il faudra actualiser tous les ans. Ouais. Voilà. Mais on était aux alentours de 300 000. En avantage en nature. Je vous propose de passer au vote. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Ok, à unanimité. Et merci pour. Point suivant, convention avec Enedis pour l'embellissement d'un transformateur électrique, résidence Penker. Christine ? Donc nous passons à la convention Enedis. Donc vous avez tous le document joint à l'ordre du jour, qui n'ont tous pu le lire. Donc c'est la convention avec Enedis pour l'embellissement d'un transformateur électrique résidence Penker, rue Maryse-Bastille. Donc j'invite le conseil municipal à autoriser le maire à signer cette convention en vue de restaurer le transformateur existant résidence Penker. Donc les travaux de peinture seront faits en régie par l'équipe municipale. Et la contrepartie sera que la commune percevra d'Enedis la somme forfaitaire de 500 euros. Des questions ? Des votes contre ? Abstention ? Point suivant, pour personnel, modification du tableau des effectifs. Jean-Michel ? Merci. Vous avez le document également sous les yeux. Ce tableau des effectifs a déjà été présenté en comité technique le 27 avril, la semaine dernière. Il a été adopté à l'unanimité, moins une voix contre. En général, ce sont des changements de grade à la suite d'ancienneté. Moi, je prends par exemple pour la police municipale, le garde champêtre chef va passer garde champêtre chef principal. Ça fait suite à, comme vous voyez à droite et sur votre dossier, à la commission du centre de gestion que l'on suit de la même façon. Pratiquement partout, ce sont des grades qui changent. Vous voyez, on a un total d'effectifs de 61 personnes au service municipal. Il y a encore trois postes vacants. S'il y a des questions. Oui. Oui, alors, on va observer quand même que, on va rappeler ce qui était indiqué au débat d'orientation budgétaire,
que l'objectif qui avait été posé par votre majorité était de rester en deçà des 57% de dépenses de fonctionnement. Or, on avait pu constater au compte administratif, et on l'avait rappelé, c'était page 2 du compte administratif, qu'on était déjà à plus de 59%. Voilà, le problème, c'est que depuis votre arrivée, il y a eu donc 2 tableaux qui ont été votés. Lorsque nous sommes partis en novembre dernier, il y avait 57 postes pourvus. Depuis, vous avez créé 2 postes le 1er février et aujourd'hui, ce ne sont pas que des augmentations de grade puisqu'il y a la création de 2 nouveaux postes. En février, on avait créé, le conseil municipal avait créé 2 postes d'adjoint technique, 2e classe. Et là, il est prévu de créer 2 postes, dont un poste d'adjoint d'animation, coordinateur jeunesse, et un autre poste, un adjoint technique principal, 2e classe, un jardinier. Donc il y a bien la création de 2 postes. Alors, c'est-à-dire que depuis novembre dernier, ça fait 4 postes de plus qui sont 4 fonctionnaires supplémentaires. Alors, je n'ai absolument rien contre la fonction publique, pour des raisons personnelles même. Mais en revanche, il arrive un moment où il faut quand même se poser la question de savoir si on pourra supporter le coût que représente la masse de rémunération. Et là, arrive un moment, c'est pas tout à fait normal, d'autant plus que votre objectif du débat d'orientation budgétaire a été contredit le 1er février et est contredit aujourd'hui par le nouveau tableau que vous proposez. Création de 2 postes en février, création de 2 postes aujourd'hui. Eh bien, pour les mêmes raisons, nous nous opposons à ces créations supplémentaires parce que c'est pas contre le principe, mais c'est que la réalité de notre budget, on a pu l'apprécier au moment du vote du budget. Nous avons quand même une dette importante, nous avons des marges de manœuvre très étroites, nous avons également une dette... Disons que sur les 2 postes, il y a un poste de contractuel et un poste de permanent. Ah non, ce ne sont pas les postes de contractuels. Ici, c'est le tableau des fonctionnaires, des effectifs. Donc, ce n'est pas les contractuels. Les contractuels sont à côté. Donc, les contractuels, en gros, il y en a une vingtaine, mais je confonds avec le CCAS. Donc, il y a 100 titulaires entre la commune et le CCAS, 100 titulaires en novembre dernier. Donc 104 aujourd'hui, et il y a à peu près une vingtaine d'agents non titulaires. Voilà les éléments qu'on suit. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que au-delà de cette question, ça augmente ce qu'on appelle les rigidités de structure. Et c'est ça le problème, parce que vous allez me répondre sur un point, tous les deux, vous allez me répondre sur le fait... Ah oui, t'es là, oui, pardon. Donc, nous allons avoir cette difficulté, parce que vous allez me répondre sur le fait que oui, mais on passe des gens qui sont en contrat à durée déterminée ou qui sont vacataires, on les passe fonctionnaires. Pardon ? C'est pas oui, mais... C'est ça ce que vous allez me répondre. Mais j'anticipe sur l'étape, vous allez augmenter les rigidités de structure. Voilà, c'est ça. Et donc, on avait développé aussi l'importance, tout en ayant un effectif satisfaisant pour pouvoir effectuer des travaux en régie, nous avions évoqué l'importance aussi de savoir solliciter l'initiative privée, ne serait-ce que pour soutenir l'économie locale. Bien, je peux permettre de répondre, Philippe. Donc, effectivement, je veux dire, de la même façon, vous savez un petit peu la façon dont on a vu les choses. On l'a expliqué dans le DOB, on l'a expliqué dans le budget. Effectivement, la philosophie de l'équipe majoritaire actuellement en place est plutôt de déprécariser l'emploi. Pour parler franchement, ce sont des choix. Ça appelle ça de la rigidité et de la structure. Nous, je veux dire, on appelle ça d'une autre façon. Il est vrai qu'il faut bien qu'à chaque fois, la population comprenne qu'on transfère, c'est vrai, mais on l'assume pleinement. On transfère des contrats à durée déterminée, de la précarisation sur de l'emploi fixe. Ça veut dire quoi, votre propos? C'est peut-être de dire que tôt ou tard, les emplois précaires, on peut s'en séparer à tout moment quand on le veut. Ce n'est pas notre vision des choses, ce n'est pas notre philosophie.
Voilà, ça c'est le premier élément de réponse pour ne pas rentrer dans les débats, mais c'est quelque chose d'assumé. La deuxième chose, on ne va pas revenir non plus systématiquement sur des phénomènes de pourcentage. On sait très bien que l'un et l'autre, vous comparez un pourcentage de masse salariale, et j'invite éventuellement le conseil municipal et le débat à voir dans la réalisation finale du budget. On sait très bien que ce soit pour 2014, 2015, 2016, il y a un retraitement à la fois sur ce qu'on appelle à la fin le remboursement de la rémunération du personnel. Là, on part sur un budget primitif, et dans le retraitement, pour effectivement retrouver exactement le coefficient que l'on doit ressortir de la masse salariale par rapport aux recettes, il y a des choses à réintégrer, le remboursement de la rémunération du personnel, le fonds de soutien TAP, l'emploi aidé, le remboursement des agents affectés au CCAS. Toutes ces choses-là ne sont pas actuellement déduites. C'est ça, mais ça n'intéresse, je trouve, personne. C'est vraiment de la dialectique qui n'apporte pas grand-chose au débat. Je vous invite simplement à nous juger à la fin du budget 2017, à l'exécution du budget 2017. Plusieurs choses. Alors, création de 4 postes, non. Non, je ne peux pas entendre comme ça. C'est vrai que c'est la période des clins d'œil. On va faire un clin d'œil à un ancien président de la République. On a quand même remplacé 2 départs en retraite. Quand on déplace des... Si. On a un jardinier qui remplace un départ en retraite. La SVP remplace un départ en retraite aussi. Donc c'est pas les créations de postes. Les seules créations de postes qu'on a aujourd'hui, c'est un jardinier, comme l'a dit Michel, qui remplace donc des temporaires, d'accord, et un coordinateur jeunesse qui pour l'instant nous sera remboursé par la communauté de communes. Donc il ne faut pas dire qu'on a créé 4 postes. Sauf à dire qu'on ne remplace pas les retraités. Mais nous, effectivement, comme l'a dit Michel, on remplace les retraités. Je suis navré. Alors, non, c'est pas possible. Parce que si tu as un retraité et que tu ne remplaces pas, ça veut dire que tu supprimes son poste. Or, tu n'as pas supprimé son poste puisqu'on est en augmentation de poste tableau après tableau. Donc, ce sont bien des créations de postes supplémentaires. Non, faut pas... Non, puisque les autres sont encore là. Mais non. Mais si, puisque... Si je prends par exemple l'état civil, tu l'as remplacé, tu as remplacé à l'état civil sans qu'il y ait une suppression de poste intermédiaire. Non. Tu n'as pas, l'agent est parti, tu as supprimé le poste, hop, et puis après tu l'as recréé. Non, l'agent a été remplacé sur le poste qui était ouvert par son prédécesseur. Donc il n'y a pas de création de poste de ce côté-là. Les deux seules créations de poste, c'est bien le coordinateur jeunesse et le deuxième jardinier. Oui, c'est les 2 postes supplémentaires créés aujourd'hui. Donc ça fait 2 postes supplémentaires. Donc ça fait pas 4. Parce qu'on en avait créé 2 le 1er février. Non, le total ça fait 4. Mais si. On a déprécarisé. Mais non, mais si. Ne dis pas que tu sais pas lire un tableau des effectifs quand. Ah mais c'est pas le problème, les attaques personnelles, c'est pas acceptable. Il y a écrit 2 donne-nous les créations de postes. Donne-nous les créations de postes alors. Qu'est-ce que tu les as vues? C'est quoi? Si je l'ai dit tout à l'heure, tu l'as pas entendu, mais je l'ai dit. 2 adjoints techniques 2e classe, recrutement. Voilà, 2, c'est écrit 2. Espace vert, on est d'accord. Un en remplacement d'un départ en retraite et un autre qu'on a créé. Et c'est les 2 seuls. Non, parce que le remplacement du départ en retraite, le poste existe. Donc tu le remplaces sur le poste du prédécesseur. Tu peux pas... On n'a embauché personne, je suis navré. Écoute... Ah bah bien sûr que si, puisque regarde... Non. Il y a 60... On passe de 57 à 61 postes qui sont financés. Il y a une augmentation de 4. Non. Tes services au PIN. Il ne peut pas y avoir 4, il n'y en a que 2. Mais écoute, si, c'est-à-dire que tu n'as pas écouté. Mais si. Depuis le 1er janvier, c'est plus 4. Aujourd'hui, c'est plus 2. Non. Le 1er février, c'est plus 2. Bien sûr que si. Au 1er février, c'était des prolongations. Non, faut pas. On a plus 2 aujourd'hui. Ah si. Tu mélanges tout. Je suis désolé. Tu mélanges tout, je suis navré, mais... Non, c'est toi qui mélanges tout. Il faut arrêter. Mais non, j'ai bien plus de comparaison. Mais bon, écoute, on a créé que 2 postes. Tu peux après compter comme tu veux. Regarde bien, étudie bien. Tu as créé 2 postes quand? Depuis qu'on est arrivé. Je t'ai cité les 2 noms. Un jardinier et un coordinateur jeunesse. C'est les 2 postes qu'on a créés. Donc ça, ce sont les 2 postes qu'on crée aujourd'hui. C'est les 2 seuls qu'on a créés. Non, qu'on crée aujourd'hui. C'est l'objet du conseil. On les crée aujourd'hui si tu veux. D'accord. Et alors, le 1er février, t'as fait quoi? On a recruté personne le 1er février. Mais c'est pas une question de recruter, c'est une question d'ouvrir les postes. Ah bah là on parle on a des postes qui sont vides. On a des postes qui ne sont pas recrutés aujourd'hui. Non, on parle pas des postes vacants. On a 2 postes vacants. En plus des 61, il y a quand même 3 postes vacants. Donc si tu pourvois les 3 postes, on arrive à 60, 64. Avec des filles. Non, tu ne peux pas. Tu es les 3.
Ben, c'est 61 plus 3. Si tu pourvois les 3 postes, ça fait 64. Écoute, ton On n'y est pas directeur. encore. On n'y est pas. Mais, ah bon, donc, Le directeur dit depuis tout à l'heure qu'on a recruté que 2 personnes. on crée des postes pour ne pas recruter. C'est quand même, on crée Les des postes postes qui sont vacants créés pour qu'ils aujourd'hui ont été recrutés. on crée des postes. Les postes qui ont été créés aujourd'hui ont été recrutés. Est-ce que c'est bien ça que tu as dit? Bon, allez, c'est bon. Ah non, 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 c'est pas bon. C'est qu'on ne comprend pas ce que tu veux De dire. toute façon, on voit bien que tu comprends pas, ça c'est sûr. Moi non plus, là. Il n'y a pas besoin d'être méprisant. Ton tableau, il suffit d'être de bonne foi, bon sang. Mais c'est ce qu'on te demande. Ah bah écoute, je suis désolé, mais tu crées 2 postes aujourd'hui. D'accord. C'est ce qu'on dit depuis le départ. On Bon, a créé 2 d'accord, postes. on est d'accord. On a créé 2 postes depuis qu'on est arrivé. Premier point. D'accord. En février, on a créé 2 postes. Non, Si, bah si. c'est les mêmes. Non, ce ne sont pas les mêmes. Mais non, parce que les gens qui ont été recrutés à l'essai n'ont pas le même grade. Donc on a ouvert des nouveaux grades en fonction des gens qu'on a recrutés. Ah ben, dans ces conditions, alors si c'est pour les mêmes personnes, il faudrait qu'on supprime les 2 postes qu'on a créés la dernière fois. Pour rester à l'équilibre. Juste un point technique, hein. Moi je suis un technicien ici, hein. Je ne suis pas élu, vous le savez bien. En février, effectivement, il y a eu 2 créations, mais on était sous la déprécarisation et il n'y a eu aucun recrutement. D'ailleurs, il suffit de consulter le site emploi territorial qui recense toutes les créations de postes sur toutes les collectivités. Donc, vous pouvez rechercher par région, département et collectivité. Donc, il n'y a pas eu d'ouverture de poste, donc il n'y a pas eu de recrutement. Par contre, effectivement, je répète ce que dit M. Desfer, sur ce bordereau-là, effectivement, janvier c'était déprécarisation, donc on a transformé des gens en CDD, en CDI, donc effectivement création de postes, plus 2. Création de poste, voilà. Oui, mais c'est ce qu'a dit M. Bourdin tout à l'heure, on est dans le cadre de la déprécarisation, c'est-à-dire comptablement parlant. Déprécarisation, c'est un terme politique. Ça, c'est pas. Non. Circulaire aussi, service du travail. Non, circulaire. Déprécarisation, et donc effectivement les créations pures qui sont proposées à l'adoption du Conseil, ça concerne bien effectivement un jardinier qui a été recruté, qui est temporaire et qui sera stagiairisé à partir du 1er juillet, et également donc le coordonnateur jeunesse qui est dans les effectifs depuis septembre-octobre, je crois, à titre de CDD, et qui effectivement à partir de juillet va être stagiairisé. Mais il n'y a pas eu de recrutement. Je suis technicien, je dois. Non, mais il n'y a pas eu de recrutement. Ça justifie pourquoi on a aujourd'hui 3 postes vacants. Ça justifie. Voilà. Il y a 3 postes vacants parce que les postes qui ont été ouverts et créés, comme vous l'avez dit à l'instant, les postes qui ont été créés en février n'ont pas encore été pourvus. Et ça veut dire quand même qu'ils ont vocation à être pourvus. Il y a donc une création de 4 postes au total. Tu peux parler de création. Et il reste, aujourd'hui on arrive à 61 postes financés alors qu'on était à 57 en novembre dernier. Et donc c'est 61 financés actuellement, plus 3 postes ouverts. Et en plus, ce qui nous inquiète, c'est qu'il n'y a pas de commission de recrutement communale ouverte avec les membres de l'opposition et de la majorité d'ailleurs, c'est juste fait sous l'autorité du maire. Et premier point, et deuxième point, on a donc tu peux recruter qui tu veux. Le conseil municipal te donne encore la possibilité de recruter personnellement 2 personnes en plus. Avec les vacataires, avec les postes vacants, ça te donne donc une marge de manœuvre sur laquelle nous n'avons aucun regard. Sachant en plus que tu indiques justement que et c'est ça qui est embêtant, que les candidats sont déjà préchoisis. Donc il n'y a pas de commission de recrutement, premier point. Et deuxième point, il ne faut pas oublier non plus que la fonction publique a toujours fonctionné avec des vacataires et que le principe d'entrée dans la fonction publique en tant que fonctionnaire, c'est le concours. Donc il ne faut pas non plus avoir une vision tout à fait partisane pour cacher des choix politiques. La réalité, c'est comme ça que fonctionne la fonction publique, et tous ceux qui rentrent dans la fonction publique savent que le principe de l'entrée dans la fonction publique, c'est le concours, qui est justement une des valeurs d'égalité républicaine. Alors, dans les 4 personnes qui sont nouvelles, les 2 qui ont remplacé les départs en retraite ont bien évidemment le concours. Quand tu dis qu'il n'y a pas de commission de recrutement, il y a une commission de recrutement, je suis navré, elle ne te plaît pas parce que vous n'êtes pas invité. C'est pas une commission communale de recrutement.
Non, mais c'est une commission de recrutement quand même. Bon, elle n'est pas dans le conseil municipal en tout cas, c'est toi seul avec tes agents. Donc, Non bah, Toi, c'est tu toi, sais pas c'est que la majorité. Ah bah oui, d'accord. C'est même pas une commission communale, alors qu'avant il en existait une, qui a toujours fonctionné depuis tout le temps Eh d'ailleurs. ben, c'est des nouvelles. Donc il y en a quand même 2 qui ont le concours. Ensuite, les autres vont être stagiaires pendant 1 an. Tu sais bien comment ça marche aujourd'hui. Ensuite, les 3 postes vacants, ils sont vacants. Et quand tu dis que vous n'êtes pas au courant, tout passe encore en comité technique, sur lequel vous êtes invité. Donc vous savez ce qui se passe. D'accord. Ben, on peut constater ce que tu as fait, mais on ne participe pas. Au recrutement. On participe au vote quand même. Ah bah oui, on constate ce que tu as fait, mais c'est toi qui recrutes tout seul, Philippe. Je À partir recrute du avec mon moment, équipe, tu sais, tu peux pas à dire partir ça. du moment où le conseil municipal ouvre les postes, comme on fait ce soir puisqu'on crée 2 postes supplémentaires, ça te donne la possibilité de recruter 2 personnes sur les 2 postes qu'on ouvre. C'est tout à fait logique. Alors si après il y a une procédure qui est On va différente, passer au vote, c'est pas la peine, c'est un dialogue de sourds, on se comprend pas, on s'écoute pas. Donc je redis, j'arrête le débat, c'est bon, j'arrête le débat. Donc je redis qu'effectivement on a créé 2 postes depuis que nous sommes arrivés. C'est pas la peine d'être pédant, tu le fais très bien, d'accord. Donc coordinateur jeunesse et un 2e jardinier. Et je vous propose de passer au vote. je suis désolé, Ceux qui sont pour. de 4 postes. Voilà. Ben, Donc je redis, non, tu sais qu'il y a un règlement intérieur, donc il faut l'appliquer quand même. D'accord. ah ben, le règlement à l'intérieur, tu l'appliques, puisque dans le règlement intérieur, il n'y a pas de commission de recrutement, ce qui te permet de recruter tout seul. Je ne recrute pas tout seul, tu le sais très bien. Enfin, de toute façon, c'est la responsabilité unique du maire. Donc, Il n'y a alors, pas voilà. de commission. Donc je conclus, on arrête le débat, je répète et je conclus. Il n'y a pas besoin de Nous s'énerver. Oh, alors là, tu verras m'énerver. Si tu t'énerves pas, non. Donc on a créé 2 postes, je le redis, un coordinateur jeunesse et un jardinier. Voilà, on espace vert. Je vous propose de passer au vote. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Ceux qui s'abstiennent. Ceux qui sont contre. Ok. Enfin, merci pour tous les clins d'œil ce soir quand même. Hein. C'est à la mode. Divers. Modification du règlement intérieur de la bibliothèque et des tarifs. Noël ? Moi, t'as le micro. Ça va être un peu plus sympa, j'espère. La bibliothèque, comme vous le savez, marche plutôt bien. C'est un service public destiné à tous. Et il y a quelques points du règlement intérieur qu'il faut revoir. Alors, il est proposé de modifier ces points. Les changements concernent principalement les problèmes de retard dans la restitution des ouvrages. Il est question de l'article 7. Je vais vous le lire parce qu'on y reviendra à un autre moment. Donc, l'article 7 dit « L'abonné peut emprunter 5 ouvrages, dont une nouveauté, plus 2 périodiques pour une durée de 3 semaines. En cas de retard, un premier appel est adressé à l'emprunteur ou à son représentant légal qui dispose d'une semaine pour restituer les documents. Passé ce délai, il devra s'acquitter d'une pénalité de 5 €. Si le ou les ouvrages ne sont pas restitués dans le délai d'1 mois après le premier appel, l'abonné sera redevable du prix ou des documents non restitués. En cas de retard, aucun nouveau prêt ne pourra être consenti jusqu'à la restitution totale des ouvrages. Alors ceci restait théorique, hein. Les bibliothécaires admettaient un retard, mais c'est devenu au fil du temps assez lourd à supporter, donc il est proposé des changements. Par ailleurs, pour l'application de ces modifications, il est proposé de créer un tarif retard de 5 € et un tarif remplacement de cartes d'abonnés également, parce qu'il y a beaucoup de cartes d'abonnés qui sont perdues et à refaire, ça a un coût, donc de 5 €. Il est également proposé de passer le tarif, de supprimer le tarif de 15 € par an pour les prêts de DVD. Il y a quelques DVD à la bibliothèque. Le prêt de DVD était de 15 € par an, pas gratuit comme pour les livres. Et il y a très peu de prêts de DVD, donc c'est insignifiant. Donc il y a eu 5 inscriptions pour les prêts de DVD. Donc on supprime ce tarif de 15 €. Ce qui fait que la grille tarifaire devient pour l'adhésion gratuite pour les Poitins, de 15,50 € par personne extérieure et 25,50 € par famille. Les personnes bénéficiant de l'allocation d'adulte accompagné, handicapés, demandeurs d'emploi, enfants et étudiants, 10 € pour les extérieurs, hein, parce que pour les Poitins, ça reste gratuit. Le remplacement de la carte est de 5 € pour tous.
et le retard de 5 € pour tous. Et l'abonnement pour les DVD devient gratuit. Voilà. Alors, je vais compléter, si tu le permets, Joël. L'abonnement des DVD gratuits, effectivement, c'était un peu un reproche que nous faisait le conseil départemental, puisqu'il nous mettait à disposition gratuitement les DVD, et on les faisait payer. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup, parce qu'il y a 5 personnes qui se sont inscrites, mais la demande du conseil départemental, c'était effectivement qu'on les mette gratuits, puisqu'on nous les mettait à disposition gratuitement. Voilà, pour ça, cette modification. Voilà. Donc les bibliothécaires estiment qu'il faut être un petit peu plus sévère sur les retards et sur les pertes aussi parfois de livres, donc demander un remplacement et être un peu plus exigeant. Je vous propose de voter. Ceux qui sont pour lèvent la main. Ceux qui s'abstiennent. Ceux qui sont contre. À l'unanimité, merci. Modification du règlement intérieur de l'Hermine. Monique ? Oui, effectivement, il existait un règlement intérieur qui était un peu obsolète et il était vraiment nécessaire de le remettre un petit peu à jour, particulièrement pour recommander aux associations qui se servent de l'Hermine de bien respecter les règles de réservation, d'entretien, de nettoyage, etc. Donc c'était nécessaire. Il y avait aussi un petit problème, c'est que souvent les associations remplissaient une feuille qui était réservation de la salle en mettant leurs besoins et ils considéraient ça comme un contrat définitif. On a eu un petit peu de problème à ce sujet-là, donc il est nécessaire maintenant que les associations aient un écrit de la part des adjoints et de M. le maire que vraiment la salle leur est réservée. Je vois qu'il est noté aussi qu'on demandera un acompte lorsque les associations en dehors de couloir paieront enfin une location, un chèque de 50% du montant de la location. Ça c'est aussi nécessaire par rapport à l'état des lieux qu'on doit faire avant et après la location. Bon, je crois que c'était évidemment nécessaire de revoir ce règlement intérieur, de le remettre à jour, et je vous demande de bien vouloir accepter ces modifications, enfin, de voter ces modifications. Y a-t-il des questions? Donc ceux qui sont pour lèvent la main. Non. Ceux qui sont pour lèvent la main. Merci, à l'unanimité. Dernier point, décision du maire. Donc, passation des marchés à Corcar et Argent. Le 21 mars 2017, création d'un terrain multisport attribué à la société Camasport pour 43 093,98 € TTC. Et à la même commission, réflexion de l'étanchéité de la toiture du complexe sportif attribuée à la SMAC de Plérin pour 50 286,20 €. Délivrance et reprise de concession, donc une concession de 15 ans au Coanvarium. Fixation des reprises d'alignement qui continuent, on en fait régulièrement. Et ensuite, droit de préemption, il n'y en a pas eu. Ça a été des refus systématiques. Voilà. Donc je vous remercie d'être venus nombreux. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée et je lève la séance. Merci.